Une mariée rend son alliance puis disparaît sans laisser de traces. Bienvenue dans les dossiers, je suis votre hôte Étienne. Dites-moi, d'où écoutez-vous aujourd'hui? La lecture de vos commentaires illumine toujours ma journée. Commençons. C'était le genre d'après-midi qui faisait rougir de fierté même les roses du vicaire. Le soleil tachetait la verdure du village d'une douce chaleur dorée, et une légère brise agitait les banderoles tendues sur les treilles. Chippingden, ce joyau niché dans les Sussex Downs, était en grande fête. La garden party estivale annuelle, organisée sur la vaste pelouse du manoir du colonel et de madame Sedley, avait attiré presque tout le monde du village et de ses hameaux périphériques. Les enfants s'élançaient entre les anneaux de croquet et les tables de génoise. Les femmes s'éventaient avec des programmes en papier annonçant les prix de la tombola et les heures de jugement des confitures. Les hommes se rassemblaient en petits groupes, sirotant de la limonade ou un verre plus fort dans des flasques dissimulées dans les poches de leurs gilets. Tout le monde était d'accord, juste ce qu'il faut pour éclaircir la morosité persistante qui avait suivi l'annulation curieuse du mariage de la jeune Rosemary Barton. 15 jours auparavant, elle devait épouser Hugh Allerton, un homme d'une position sociale stable et d'une belle prestance, non sans quelques rumeurs, sur une liaison antérieure en France. Les invitations avaient été envoyées. L'agenda du vicaire était libre, et le trousseau de la mariée, commandé chez Liberty, avait défrayé la chronique au sein du cercle de couture. Puis, aussi brusquement qu'un rideau tombant sur le dernier acte, toute l'affaire avait été annulée. La seule explication était une mince enveloppe remise en main propre à la résidence des Allerton. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles, un mot de la main soignée de Rosemary, et pas un mot de plus. Miss Marple, confortablement assise à l'ombre d'un vieux sycomore, versait un morceau de sucre dans son thé avec la délicatesse de quelqu'un qui sème la zizanie. Elle avait bien sûr remarqué les bizarreries avant même que d'autres ne soupçonnent quelque chose d'anormal. Rosemary était apparue radieuse à la dernière réunion de l'Institut des femmes, rayonnante. En fait, loin d'être l'attitude d'une jeune fille hésitante. Hugh, en revanche, avait semblé tendu chez l'épicier 2 jours avant l'annonce de la nouvelle, laissant tomber une livre de Darjeeling, surpris lorsque la vieille Madame Finch avait prononcé le mot « mariage ». Pourtant, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. « Quel dommage !» murmura Madame Bantry, se penchant vers lui dans un nuage de mousseline fleurie et de réflexion. « Quel beau couple !» Et elle a rendu la bague, sans un mot. Vous ne pensez pas qu'elle a découvert quelque chose d'horrible chez lui? Ou peut-être... Elle baissa la voix jusqu'à un murmure peu convaincant. Peut-être quelqu'un d'autre. Est-ce que ça lui a plu? Miss Marple sourit poliment, suivant Rosemary du regard, tandis qu'elle traversait la pelouse. La jeune femme était pâle. Ses cheveux noirs soigneusement ramenés sous un chapeau de soleil, sa robe simple et presque sombre, au milieu de la mer d'imprimés floraux. Elle marchait seule. Ni demoiselle d'honneur, ni mariée. Juste une jeune femme qui, de toute évidence, avait changé d'avis. Mais Miss Marple avait connu suffisamment de jeunes femmes et suffisamment d'engagement pour savoir que lorsqu'une jeune fille rend une bague, elle ne se rend pas aux garden parties à moins d'y être contrainte. Et Rosemary avait l'air de quelqu'un qui s'y sentait obligé, ni par convenance ni par fierté, mais par peur. Juste à ce moment-là, un cri aigu interrompit le brouhaha des conversations. Des exclamations de surprise s'élevèrent, tandis que les gens se dirigeaient vers le coin de la pelouse, près du bassin, d'agrément. Une foule se rassembla puis se sépara. Au centre, une silhouette gisait, recroquevillée parmi les lys, immobile, pâle et terriblement mal en point. C'était Hugh Allerton. Une entaille sur sa tempe, du sang imbibant le col de son costume en lin immaculé. Morte la bague, remarqua Miss Marple, ne lui avait finalement pas été rendue. Elle brillait à son petit doigt, étrangement déplacée, étrangement lâche. Elle croisa soigneusement ses mains sur son sac à main et soupira très légèrement.
C'est toujours dans les villages les plus paisibles, réfléchit-elle, que les pires choses se produisent. À suivre dans la section 2, le village réagit. Pendant quelques secondes, la garden party est restée suspendue dans cette terrible suspension où le temps semble hésiter, où les voix s'éteignent et où l'ordinaire devient soudainement, irrévocablement altéré. Puis vint l'agitation. Les halètements se transformèrent en murmures, puis en cris. Le colonel Sedley demanda qu'on appelle le gendarme. Madame Edgecombe poussa un cri perçant et s'évanouit dans les bras du fils du boulanger du coin, qui parut plus surpris que galant. Des chaises furent renversées, des tasses de thé tombèrent dans leur soucoupe, et même le labrador du vicaire se mit à aboyer furieusement, comme s'il pressentait que l'ordre moral avait été bouleversé. Miss Marple ne se précipita pas. Cela, elle l'avait appris depuis longtemps, était rarement utile. Elle resta assise sous le sycomore, le regard perçant fixé sur la scène. Elle regarda Rosemary Barton, à mi-chemin de la pelouse, lorsque le cri éclata, se tourner vers l'étang, avec le mouvement lent et raide d'un rêve. Sa main se porta à sa bouche, non pas pour crier, mais pour étouffer quelque chose. Ni la peur, ni le chagrin. Reconnaissance. C'était une réaction subtile. Miss Marple la nota soigneusement, l'arrangeant à côté de l'image de la bague au mauvais doigt et de la tempe ensanglantée qui évoquait non pas un faux pas mais un coup violent. Miss Marple savait que les accidents avaient une forme particulière. Cela ne collait pas. L'agent arriva 10 minutes plus tard, remontant l'allée à vélo avec une telle hâte qu'il faillit renverser 2 jeunes cousins qui transportèrent de la limonade. L'agent Hodges était un homme compétent, généralement plus occupé par les poulets égarés et les jambons occasionnels volés au comptoir du boucher, mais il en savait assez pour jeter un coup d'œil au corps de Hugh Allerton et appeler l'inspecteur du comté. La garden party était alors terminée, sauf en apparence. Les invités se dispersèrent dans un tourbillon de ragots et d'inquiétudes, certains étant renvoyés chez eux par une Madame Sedley troublée, qui semblait plus bouleversée par le scandale que par le meurtre lui-même. Rosemary avait disparu, emportée peut-être par sa tante Madame Marchmont, qui avait toujours eu une main de fer sur la réputation de la famille et les urgences sociales. Miss Marple, se levant enfin, se dirigea vers le bord de la foule. Pas au cœur de l'enquête. Oh non, ce serait trop voyant. Au lieu de cela, elle erra tel un fantôme poli, s'arrêtant pour parler doucement à ceux qui s'attardaient encore. « Mon Dieu, quelle horreur !» murmura-t-elle à M. Bellamy, l'avocat à la retraite qui avait été le plus près des lieux. « Avez-vous vu quelque chose ?» Pauvre Hugues, il semblait en bonne santé ce matin seulement. M. Bellamy, tirant sur sa pipe qu'il n'avait pas encore allumée, secoua la tête. « Je viens d'entendre le cri. Je parlais à Madame Edgecombe. Quelque chose à propos d'une collecte paroissiale. Puis un cri, et quand je me suis retourné, il était là. Plat comme un aigle fin, le pauvre diable. » Miss Marple hocha la tête avec sympathie, même si son esprit établissait déjà des connexions discrètes. M. Bellamy n'avait rien vu, mais quelqu'un si. Il y avait trop de monde autour pour que personne ne le remarque. L'inspecteur Crane n'arriva qu'une heure plus tard. C'était un homme grand, svelte comme un citadin, avec une moustache dont il avait visiblement confiance pour impressionner. Miss Marple avait déjà rencontré son type. Efficace, professionnel, peut-être trop attaché aux procédures pour percevoir les subtils courants émotionnels sous-jacents qui, tels des failles, couraient sous la vie d'un petit village. « J'aurais besoin de déclarations, » déclara-t-il vivement en frappant ses gants. « Tous ceux qui ont vu quelque chose, y compris vous, mademoiselle. Marple, n'est-ce pas ?» Miss Marple inclina la tête. « En effet, mais je crains d'avoir vu très peu de choses. J'étais au bout de la pelouse, sous le sycomore. Bon point de vue, dit Cray peut-être un peu trop entendu. Vous avez peut-être remarqué quelque chose que d'autres ont manqué. Miss Marple esquissa un sourire doux. On remarque souvent ce que les autres ne voient pas, inspecteur, surtout dans les jardins. Cray haussa un sourcil, mais le laissa passer. Le corps de Hugues fut retiré juste avant le coucher du soleil,
enveloppé discrètement dans un drap de toile et transporté au cabinet médical du village pour examen. Miss Marple regarda le brancard partir, ses pensées se tournant non pas vers le crime, mais vers le symbolisme. Des fiançailles rompues, une bague rendue, et maintenant une mort que personne avait appelée un accident, le lendemain. Matin, l'aube était grise, comme si le village lui-même avait tiré les rideaux en signe de deuil. La pluie menaçait, et les bruits habituels d'un jeudi animé, les flotteurs de lait, le bruit des balais sur les marches, le joyeux cliquetis du vélo de M. Jessop, étaient étouffés, prudents, comme si les briques mêmes de Chipping Dunn attendaient. Les rumeurs, cependant, avaient commencé sérieusement. Chez l'épicier, 2 dames chuchotaient furieusement près des conserves. « Eh bien, j'ai entendu dire qu'elle l'avait surpris avec cette veuve. Comment s'appelle-t-elle ?»« Madame Leclerc. »« Oh oui, étranger. Ça explique tout. » À la poste, la receveuse dit à la gouvernante du vicaire que Hugues avait des dettes atroces, des cartes, paraît-il. Et à la boulangerie, un jeune garçon a juré avoir vu Hugues se disputer avec un homme en manteau marron derrière le pub, la semaine dernière. Il criait quelque chose comme « Se taire si tu sais ce qui est bon pour toi ». Miss Marple, évoluant doucement au milieu de ces conversations, gardait les mains jointes sur son réticule et parlait peu. Elle écoutait, ce qui n'était pas tout à fait la même chose qu'entendre. Ce qui l'intéressait le plus n'était pas ce que les gens disaient, mais ce qu'ils ne disaient pas. Le frisson soudain qui envahissait une conversation à la mention du nom de Rosemary. Le fait que Madame Leclerc, la veuve française qui avait loué le cottage de Church Lane, n'ait pas été revue depuis la fête. L'étrange silence de Margaret, la sœur de Hugues, qui avait toujours été franche à l'excès et qui était désormais introuvable. Et le plus curieux de tout, la bague. C'était une pièce élégante, en platine, ornée d'un unique saphir, entouré de petits diamants. Miss Marple l'avait vue de près une fois, lors de la dernière soirée du Wisconsin, lorsque Rosemary l'avait exhibée, avec une pointe de timidité, comme si elle doutait de la mériter. Mais quand elle l'avait revue sur la main de Hugues, cela lui avait semblé anormal. D'abord, la bague était mal fixée. Les doigts de Rosemary étaient petits, ceux de Hugues étaient larges. Il n'y avait aucune raison qu'il la porte, à moins de l'avoir reprise. Mais si c'était le cas, pourquoi? Rosemary l'aurait-elle envoyée par courrier? Pourquoi la rendre, pour qu'elle finisse sur la main du défunt? Miss Marple rentra chez elle ce soir-là et se prépara une tasse de Ceylan particulièrement forte. Assise près de la fenêtre, elle regarda le crépuscule tomber sur les hautes haies et les pelouses impeccables de Chippingden. Elle ne nota rien, elle n'en avait jamais eu besoin. Au lieu de cela, elle a passé en revue dans son esprit ce qu'elle savait, et plus important encore, ce qu'elle savait n'a pas. Quelqu'un voulait que cette bague soit vue. Quelqu'un voulait qu'un message soit envoyé, ou qu'une fausse piste soit créée. Et Miss Marple, qui avait vu de nombreux messages de ce genre en son temps, ne pouvait s'empêcher de se demander « Hugues Allerton a-t-il été tué à cause de ce qu'il avait fait, ou à cause de ce qu'il savait ?» La réponse, soupçonnait-elle, ne résidait pas dans les détails médico-légaux. Aucune brûlure de poudre, ni aucune empreinte digitale ne la guiderait ici, mais dans le réseau silencieux et enchevêtré du comportement humain. Et tandis qu'elle sirotait son thé, elle commença à tirer sur les fils. Le premier nœud, pensa-t-elle, était Rosemary Barton, et le prochain allait bientôt se dérouler. Le lendemain matin, Miss Marple sortit tôt, emmitouflée dans son cardigan gris tourterelle, un chapeau sage perché sur ses boucles. Bien qu'il fût encore tôt, le village s'animait. Chippingden, comme tout organisme se remettant d'un choc, s'adaptait lentement à sa nouvelle réalité. Un meurtre, un vrai meurtre, l'attendait. Et pas n'importe quel meurtre, mais la mort d'un jeune homme lors d'une garden party, en plein jour, entre voisins. Elle marcha d'un pas décidé, ses chaussures crissant doucement sur le gravier et les feuilles humides, jusqu'à atteindre une
Modeste maison à moitié cachée derrière une épaisse haie de laurier. Elle frappa légèrement à la porte peinte en bleu et attendit, l'air calme, presque bienveillant. Il y eut un silence, puis des pas précipités. Madame Marchemont ouvrit la porte avec un sourire pincé. « Mademoiselle Marple, je ne m'attendais pas à... Non, non, j'imagine que non. Mais je pensais pouvoir vous offrir mon aide. Un peu de compagnie, peut-être. Et, si vous me le permettez, des scones. Je les ai apportés dans mon panier. » Impossible de refuser Miss Marple, surtout lorsqu'elle arrivait avec des scones et l'air inimitable de quelqu'un qu'on ne pouvait pas repousser gentiment. Madame Marchemont s'écarta et la laissa entrer. Le salon était frais, avec des rideaux tirés et un parfum de lys fané dans un vase posé sur la cheminée. Rosemary était assise au bord du canapé, vêtue d'un chemisier et d'une jupe froissée, les mains jointes sur ses genoux. Ses yeux étaient secs, trop secs. « Vous devez être très fatiguée, ma chère, » dit doucement Miss Marple en posant le panier sur la table à thé. Le choc a des effets particulièrement étranges sur les nerfs. Je me souviens de la pauvre Emily Saunders. Elle a vu un jour un chariot à volaille se renverser et n'a pas fermé l'œil pendant une semaine. Cousin, ni Madame Marchemont ni Rosemary n'ont parlé. Miss Marple s'assit sans attendre qu'on lui demande. Ce fut un choc immense pour nous tous. Hugh Allerton était un jeune homme prometteur. Dommage, vraiment dommage. Et juste au moment où vous aviez, tant de projets. Toujours rien. Elle leva les yeux vers Rosemary d'une voix douce. « Ma chère, je me demandais si vous pourriez satisfaire la curiosité d'une vieille dame. J'imagine que la police a posé la question, mais... Monsieur Allerton vous a-t-il déjà réclamé la bague ?» Rosemary leva alors les yeux, surprise. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Madame Marchemont intervint sèchement. « Mademoiselle Marple, je dois m'y opposer. Ma nièce n'est pas en état de discuter de ces sujets. » Rosemary, cependant, leva la main. « Non, tante, tout va bien. » Sa voix était basse, distante. « Non, il ne m'a jamais demandé de le lui rendre. Je le lui ai envoyé par la poste le lendemain matin, après notre décision. » Miss Marple se pencha légèrement en avant, le regard bienveillant mais alerte. « Alors, pardonnez-moi, ma chère, mais savez-vous pourquoi il avait peut-être cette marque sur la main hier ?» Rosemary déglutit. « Je ne comprends pas, je l'ai vu, je l'ai remarqué aussi, mais je ne comprends pas. » Miss Marple hocha lentement la tête, comme satisfaite, et prit le thé. « Étrange, n'est-ce pas? On se demande s'il avait l'intention de vous le rendre, ou peut-être de faire une déclaration. Les hommes peuvent être très théâtraux quand leur fierté est blessée. » Madame Marchemont émit un son sec et dédaigneux. Miss Marple l'ignora. « Y a-t-il eu une dispute entre vous et Monsieur Allerton avant de rompre ?» Les mains de Rosemary se tordaient sur ses genoux. « Non, ce n'était pas une dispute, mais j'ai découvert quelque chose qu'il ne m'a jamais dit. À propos d'une autre femme, Madame Leclerc, demanda Miss Marple, non sans gentillesse. Rosemary parut à nouveau surprise, sa voix se réduisant à un murmure. « Tu sais, je ne sais pas exactement, mais il y avait des rumeurs. Et je crois les avoir vus ensemble une fois à la pharmacie, même si ça ne voulait peut-être rien dire. Elle vivait à Paris, dit Rosemary. Ils étaient ensemble. Ils disaient que c'était fini, mais je ne crois pas. Je vois, dit Miss Marple. Et vous vous êtes senti trahi. Oui, dit Rosemary, mais pas en colère. J'étais effrayée. De lui? Rosemary hésita. De ce qui pourrait arriver ensuite, dit-elle finalement. Miss Marple quitta la maison le cœur brisé. La jeune fille était effrayée, c'était évident, mais pas de la façon directe de quelqu'un qui craint la violence ou le scandale. C'était la peur de quelqu'un qui avait trop vu les choses en profondeur. Elle se dirigea vers le cottage de Church Lane, où Madame Leclerc avait élu domicile 6 mois plus tôt seulement. La Française était rarement vue lors des événements locaux et s'était toujours soigneusement tenue à l'écart des affaires du village. Mais maintenant, Hugh Allerton étant mort et son nom soudain devenu un fantôme dans tous les salons,
Son absence était notable. En approchant, Miss Marple remarqua que les rideaux étaient tirés et qu'aucune fumée ne sortait de la cheminée. Elle frappa une fois. Pas de réponse. Elle frappa de nouveau, plus longuement, plus fort. Rien. Elle essaya d'ouvrir la porte. Elle était verrouillée. Curieux. De retour sur la place du village, l'agent Hodges se tenait près du monument aux morts et parlait au boucher. Mademoiselle Marple s'approcha de lui avec un sourire affectueux. « Oh, Miss Marple, » dit l'agent en touchant sa casquette. « Quelle affaire, n'est-ce pas ?»« En effet. Sans vouloir vous déranger, je me demandais si quelqu'un avait vu Madame Leclerc. »« Aujourd'hui ?» L'agent Hodges se frotta le menton. « Je ne peux pas dire que je l'ai fait. À bien y penser, elle n'était pas là ce matin pour son petit pain habituel. C'est un peu bizarre, ça. C'est très étrange. » murmura Miss Marple. « J'espère qu'elle n'est pas tombée malade. » Hodges haussa les épaules. « Elle cherche peut-être à éviter les histoires. Tu sais comment les gens parlent. »« Oui, » dit Miss Marple avec un léger sourire. « C'est sûr. » Elle rentra chez elle par les ruelles, laissant ses pensées bouillonner. Madame Leclerc avait disparu, Hugh Allerton était mort et Rosemary Barton craignait quelque chose qu'elle ne nommerait pas. La bague restait le détail le plus déconcertant. Sa présence au doigt de Hugues, si manifestement erronée, n'était pas une erreur. C'était un message. Mais à qui? Elle passa la soirée à relire une vieille lettre, une lettre qu'elle avait aidé une jeune amie à rédiger l'année précédente, rompant des fiançailles mal avisées. C'était toujours pareil, dans ces cas-là. Fierté, dissimulation, peur. Et quelque part, sous tout cela, l'amour, déformé en quelque chose d'incompréhensible. Alors que le crépuscule s'installait à nouveau sur Chippingden, Miss Marple contempla son jardin, les hortensias couverts de rosée. La police, elle le savait, poursuivait toujours les théories des cambrioleurs et des prétendants jaloux. Mais ce n'était pas l'œuvre de la passion ou du vol, il faisait froid. Calculer, une performance, et l'acte suivant, soupçonnait-elle, révélerait plus que ce que les villageois étaient prêts à savoir. Elle devrait bientôt parler à Margaret Allerton. La sœur voit toujours ce que les autres ne voient pas, et c'est elle qui en parle le moins. Il y avait du chagrin, mais aussi quelque chose de dur, de dissimulé. Oui, pensa Miss Marple en se versant sa dernière tasse de thé de la nuit. Il était temps d'écouter ce que le silence essayait de dire. Le lendemain matin, le ciel au-dessus de Chippingden restait couvert, les nuages bas et lourds comme un front froncé. Miss Marple, de nouveau assise à sa table de petit déjeuner, observait le temps comme s'il reflétait l'humeur du village, feutrée, méfiante et pleine de non-dits. Elle termina son toast sans hâte, puis prit la feuille de papier bien nette, sur laquelle elle avait noté quelques noms. Chacun avait un lien, même ténu, avec Hugh Allerton. Rosemary Barton, naturellement. Madame Leclerc, remarquablement absente. C'est Madame Marchmont, toujours gardienne du silence familial. Mais son regard se posa sur le nom de famille, Marguerite Allerton. La sœur de Hugues était restée remarquablement calme les jours qui avaient suivi la mort de son frère. Il n'y avait eu ni grande lamentation, ni expression exagérée de perte, ce qui avait semblé significatif à Miss Marple. Margaret avait toujours été calme, certes, mais même ce calme trahissait subtilement son chagrin. Jusque-là, Margaret n'avait rien trahi. Miss Marple arriva à la maison des Allerton peu après 10 heures. La maison, une élégante propriété en briques rouges près du cimetière, était silencieuse. Aucun visiteur ne laissait présager quelque chose. Margaret elle-même ouvrit la porte d'entrée, vêtue simplement de gris, les cheveux soigneusement noués sous un foulard sombre. « Mademoiselle Marple, » dit-elle avec un bref hochement de tête, « j'imaginais que vous viendriez. J'espère ne pas vous déranger, » dit doucement Miss Marple. « Je suis venue vous présenter mes condoléances. Je me souviens de Hugues enfant, terriblement. Poli. Même s'il aimait soulever les tartelettes à la confiture de mon rebord de fenêtre, quand il pensait que personne ne regardait. » Margaret parvint à esquisser un léger sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Entrez, s'il vous plaît. »
Le salon était frais et épuré, décoré dans des tons sombres qui avaient longtemps précédé le deuil. Margaret était assise, raide, au bord d'un fauteuil usé. Miss Marple s'installa sur la chaise opposée, légèrement perchée, comme si elle craignait de s'enfoncer trop profondément dans la gravité de la pièce. « Je ne parlerai pas longtemps, » dit mademoiselle Marple. « Mais je me demandais si vous pourriez me permettre une ou deux petites questions. Je ne suis pas policière, bien sûr, mais parfois, les gens trouvent plus facile de parler à quelqu'un qu'ils connaissent depuis leur confirmation. » Margaret fit un simple signe de tête. « Votre frère vous a-t-il parlé avant la garden party? Avait-il l'air d'être lui-même? » Il y a eu une pause. « Il ne dormait pas bien, » dit Margaret, « et il était devenu distrait, agité. J'ai d'abord cru que c'était à cause des fiançailles rompues. » Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Cela l'a profondément affecté? Margaret hésita. Il était en colère, pas en pleurs ni découragé, mais en colère. Il se sentait humilié, je crois. A-t-il mentionné Madame Leclerc? Les yeux de Margaret se relevèrent brusquement. L'espace d'un instant, une sorte d'irritation traversa son visage. Non, mais je savais pour elle. Il l'avait amenée ici une fois quand ils étaient encore ensemble. Elle n'avait rien à faire dans sa vie. Elle l'a rendu imprudent. Je crois qu'elle a disparu. C'est ce que j'ai entendu. C'est-à-dire, dit Margaret d'un ton froid, tu ne sembles pas surpris. Margaret expira par le nez comme si elle pesait soigneusement ses mots. La vie de Hugues, surtout ces dernières années, n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air. Il empruntait de l'argent. Il faisait des promesses. Ce n'était pas un homme mauvais, mais il était stupide. Et elle, Madame Leclerc, était habituée à ce que les hommes soient stupides pour elle. Sais-tu s'il lui devait quelque chose? Margaret ne répondit pas immédiatement. Il devait beaucoup les gens, pas seulement de l'argent. Des faveurs. Silence. Miss Marple l'observa attentivement. Était-il menacé? La bouche de Margaret se contracta, mais elle dit seulement « Il ne me l'aurait pas dit, même s'il l'avait fait. » Il y avait plus, Miss Marple le sentait. Mais Margaret avait fixé un seuil. Elle ne se laisserait pas imposer davantage, pas encore. Pourtant, le ton, la précision lasse de ses mots, disaient à Miss Marple tout ce dont elle avait besoin. Margaret croyait que quelqu'un avait voulu réduire son frère au silence. Dette, trahison ou peur, cela restait incertain. Miss Marple se leva. « Merci, ma chère. Cela m'a été utile. Je ne vous dérangerai plus, sauf si quelque chose me semble urgent. » Alors qu'elle quittait la maison et retournait dans le chemin, elle aperçut une silhouette devant elle. Le jeune Peter Edgecombe, maigre et sérieux, pédalait lentement comme s'il n'était pas sûr de sa destination. Miss Marple l'appela. « Peter, puis-je vous déranger un instant ?» Il s'arrêta, les joues rouges. « Oui, Miss Marple, tu étais à la garden party, n'est-ce pas? »« Oui, madame. J'ai aidé à installer les chaises. »« Quel brave garçon! Dis-moi, juste avant de crier, étais-tu près du bassin d'agrément ?» Peter fronça les sourcils. « Oui, j'allais chercher une autre carafe de limonade dans la tente cuisine. Je suis passé derrière l'étang. Avez-vous vu Monsieur Allerton ?» Pierre hésita. « Je l'ai vu marcher vers l'étang. Il était seul. Personne d'autre à proximité. » Eh bien, Peter changea de direction. Juste Madame Leclerc. Elle venait dans l'autre sens. Ils se sont croisés, juste un instant, près de la haie. J'ai cru qu'ils allaient peut-être parler, mais elle s'est éloignée rapidement. Il a continué vers l'eau. Les yeux de Miss Marple brillèrent d'une lueur calme mais vive. Ont-ils parlé? Peter se gratta la tête. Je ne sais pas, ils étaient tout près, je n'ai rien entendu. Et c'était juste avant le cri. Oui, madame, 1 minute ou 2 avant. Merci, Peter, c'est très utile. Le garçon pédala et Miss Marple resta immobile au milieu de la ruelle. Madame Leclerc et Hugues s'étaient rencontrés, brièvement, furtivement, quelques instants avant sa mort. C'était clair. Et maintenant elle avait disparu. Mais pourquoi fuir à moins de craindre ce qui pourrait suivre, ou, plus inquiétant encore, à moins de croire qu'elle était déjà soupçonnée?
Miss Marple repensa à la bague, à son placement. Inconsidérée sur la main de Hugues. Une femme méprisée pourrait la rendre sous le coup de la colère. Une femme coupable pourrait ne pas la rendre du tout. Mais une femme intelligente, ayant quelque chose à cacher, pourrait s'assurer qu'elle soit placée exactement au mauvais endroit, pour semer la confusion, tromper, rejeter la faute sur les autres. Elle rentra chez elle et se rendit directement à son bureau. Elle en sortit une petite enveloppe adressée dans une élégante écriture continentale, Madame Céleste Leclerc, poste restante, Paris. Il avait été glissé sous sa porte ce matin-là par un anonyme. Mais Miss Marple était rarement vraiment surprise. Elle avait posé la bonne question la veille à la boulangerie. Je me demande si quelqu'un a vu Madame Leclerc aujourd'hui. Et quelqu'un quelque part avait pris cela comme une incitation. L'enveloppe contenait une seule page, un nom signé. Elle avait dit qu'elle irait en France, mais elle n'avait rien emporté, pas même ses chaussures. Miss Marple le lut 2 fois, puis le plia soigneusement et le remit dans le tiroir. Il n'y avait eu ni voyage, ni départ. Madame Leclerc avait disparu, certes, mais pas de son plein gré. Quelqu'un l'avait fait taire. Les fils se resserrèrent désormais au lieu de se défaire, et Miss Marple, telle une tisserande au métier à tisser, était prête à les tendre jusqu'à ce que le motif apparaisse, clair et indéniable. Ce soir-là, Miss Marple était assise tranquillement, son tricot intact sur ses genoux, les aiguilles reposant mollement sur la laine douce. Ses pensées, comme souvent en ces temps-là, ne s'orientaient pas vers la déduction, mais vers la familiarité humaine. Elle pensait aux jeunes filles qui avaient fui, non par culpabilité mais par peur, et aux femmes qui étaient restées silencieuses, conscientes des dégâts qu'une simple vérité pouvait causer. Et elle pensa à Madame Leclerc, glamour, mystérieuse, disparaissant comme de la fumée dès que le soupçon assombrissait l'air. Mais Miss Marple ne croyait pas aux disparitions, pas plus qu'à Chippingden. On ne pouvait pas disparaître sans que personne ne s'en aperçoive, et quelqu'un remarquait toujours quelque chose, qu'on s'en rende compte ou non. Le lendemain matin, elle alla donc voir la seule personne qui remarquait toujours tout. Madame Myrtle Finch, propriétaire du bureau de poste et gardienne de plus de secrets qu'elle ne s'en souvenait probablement. La sonnette au-dessus de la porte émit son tintement hésitant habituel lorsque Miss Marple entra. Madame Finch était derrière le comptoir, triant les enveloppes avec l'élégance rapide et mécanique d'une femme qui accomplissait la même tâche depuis plus de 40 ans. « Eh bien, mademoiselle Marple, dit-elle sans lever les yeux, si vous êtes venue poster un autre manuscrit de votre cousin Raymond, je crains que la collecte de midi ne soit déjà terminée. »« Non, non, rien à signaler aujourd'hui, Myrtle. Je voulais juste passer. C'est toujours un plaisir de soutenir les institutions du village. » Madame Finch leva les yeux avec un sourire entendu. « De l'aide, n'est-ce pas? Ou des informations ?» Miss Marple rit doucement. « Peut-être un peu des deux. » Madame Finch se pencha légèrement, baissant la voix. « Ça a été une sacrée semaine. Je n'avais jamais rien connu de pareil depuis que le vieux monsieur Chivers était tombé dans la mare au canard et avait accusé sa femme de l'avoir poussé. »« En effet, » dit Miss Marple. « Mais cette fois, je crois que c'est plus grave. »« Très sérieux, » dit Madame Finch avec délectation. « Et maintenant, la Française a disparu, n'est-ce pas? Tout le monde le dit. Je me demande, dit doucement Miss Marple, si elle n'est pas venue ici avant de disparaître. Pour envoyer un télégramme? Pour récupérer une lettre? » Madame Finch fronça les sourcils. « Je ne voulais rien envoyer, mais, maintenant que tu le dis, quelqu'un lui a bel et bien envoyé quelque chose. C'est arrivé lundi matin. Timbre étranger. Enveloppe bleue. Paris, peut-être? Je crois. Elle était toute pâle quand elle l'a récupérée. Elle ne s'est même pas arrêtée pour discuter. Ça ne lui ressemble pas du tout. » Miss Marple pencha la tête. Elle avait l'air effrayée. Madame Finch réfléchit, plus résolue, comme si elle avait décidé de faire quelque chose de désagréable. Miss Marple la remercia et retourna dans l'allée.
La lettre était importante, elle était arrivée avant la garden party. Ce qui était écrit dans cette enveloppe avait poussé Madame Leclerc à prendre une décision. Fuir, affronter ou avouer restait incertain. Mais la raison était là, scellée dans du papier français et remise en main propre par des Anglais. Elle retourna d'un pas rapide vers le pré, son esprit tournant en rond. En passant devant le cimetière, elle remarqua le portail latéral entr'ouverte et s'arrêta. Il était rare qu'il soit laissé ainsi en semaine. Attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, elle franchit le portail. Les vieux ifs se penchèrent sur le chemin, projetant de longues ombres même dans la lumière de midi. Près du mur du fond, là où les tombes les plus anciennes gisaient inclinées et à moitié oubliées, elle aperçut quelque chose d'inhabituel, une tache de tissu blanc accrochée à une ronce, déchirée, tachée. Elle se pencha et le libéra, avec précaution. C'était un morceau de foulard en soie, à motif, coûteux et indéniablement français. À moins de 3 mètres de là, à moitié dissimulé sous une rangée de lierres, quelque chose d'autre brillait, métallique, terne. Miss Marple tendit la main et en sortit un miroir de poche, du genre qu'une femme aurait pu transporter dans son sac à main. Des initiales étaient gravées à peine au dos, C.L. Céleste Leclerc. L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais ses yeux étaient perçants de compréhension. Quelqu'un l'avait amenée ici, ou l'avait suivie. Ce n'était pas un endroit où l'on s'arrêtait par hasard. C'était un endroit choisi, isolé, un lieu idéal pour une réunion, un meilleur endroit pour un événement plus définitif. Miss Marple glissa les objets dans son sac à main et rentra rapidement chez elle. Elle n'avait pas l'intention de les confier à l'inspecteur Cray pour l'instant, pas avant d'avoir assemblé la partie suivante du patron. En fin d'après-midi, le village était à nouveau animé. La police avait enfin confirmé ce que la plupart soupçonnaient. Madame Leclerc n'avait quitté Chippingden, ni en train ni en bus. Elle n'avait ni réservé de taxi, ni envoyé de télégramme. Comme si elle n'avait jamais eu l'intention d'aller où que ce soit. Miss Marple s'assit une fois de plus, sous le sycomore de son jardin, ses yeux dérivant sur la pelouse, comme si elle passait en revue chaque pas fait lors de la fête. Tout cela s'était déroulé à la vue de tous, la brève rencontre entre Hugues et Céleste. Le corps découvert quelques minutes plus tard. La bague, le positionnement, le détail destiné à induire en erreur. Et maintenant, Céleste, qui aurait pu être la principale suspecte, avait disparu, probablement réduite au silence avant qu'elle ne puisse parler, mais à qui profiterait le plus son silence? Miss Marple ferma les yeux, pas Rosemary. La jeune fille avait été terrifiée, certes, mais sans calcul. Elle avait aimé Hugues, peut-être bêtement. Et si elle avait un mobile, la trahison, la honte, elle n'en avait pas la volonté. Ce n'était pas Madame Leclerc elle-même. Son rôle, semblait-il maintenant, était celui de victime et non de méchante. Pas Margaret? Miss Marple marqua une pause. Margaret avait certainement un mobile. Elle était au courant des dettes de Hugues, de ses indiscrétions, du danger qu'il avait fait courir à la famille, et elle avait une certaine froideur, une capacité d'action décisive, mais cela ne collait pas vraiment. Margaret ne tuerait pas, par honte, elle tuerait par nécessité. Et si Madame Leclerc avait représenté une menace pour cette nécessité, le miroir, le foulard, non. Margaret ne risquerait pas le cimetière, pas pendant la journée. Miss Marple ouvrit les yeux. Il y avait quelqu'un d'autre. Monsieur Bellamy, point l'avocat. Discret, toujours présent, toujours informé. Il avait des liens avec Hugues. Il s'occupait de certaines de ses affaires juridiques. Il avait parlé d'être près de l'étang, mais avait prétendu n'avoir rien vu. Trop commode. Bellamy avait autrefois été proche de Madame Leclerc, au moins, brièvement. Il y avait eu un moment, des mois plus tôt, où Miss Marple les avait vus parler trop familièrement dans la ruelle derrière la pharmacie. Et si Hugues avait découvert quelque chose? Un lien, une trahison, un secret partagé entre Bellamy et Céleste qu'il avait menacé de révéler? Si tel était le cas,
Bellamy aurait eu un motif pour les faire taire tous les deux. D'abord Hugues, puis la femme qui pourrait parler. Il ne s'agissait plus de soupçons, mais de preuves. Miss Marple se leva et entra dans la maison. Il ne restait plus qu'une personne à qui parler. Margaret, la discrète et modeste, qui n'avait peut-être pas commis de meurtre, mais qui en connaissait certainement la nature. Si quelqu'un avait vu Bellamy faire quelque chose d'étrange ce jour-là, si quelqu'un l'avait observé et gardé le silence, c'était bien elle. Il était temps pour une dernière visite et un dernier test. Le soleil baissait sur Chipping Den lorsque Miss Marple retourna à la maison des Allerton. La lumière du jour filtrait à travers les arbres en longues bandes dorées, de celles qui ombragèrent les secrets sans les dévoiler. Arrivée sur le chemin, elle marqua une pause, non pas pour se reposer, mais pour aiguiser sa détermination. Margaret Allerton avait toujours été une femme prudente, du genre à en savoir plus qu'elle ne le disait. S'il y avait un fil à tirer, c'était bien elle. Margaret ouvrit à nouveau la porte elle-même, sa robe noire remplacée par une robe vert poudré. Cela lui donnait un air moins sévère, mais non moins posé. « Je me demandais si tu reviendrais, » dit-elle en s'écartant pour laisser entrer Miss Marple. « Tu ne poses jamais toutes tes questions d'un coup. »« Non, » acquiesça Miss Marple. « Je trouve que les gens sont un peu comme des écheveaux de laine. Si on tire trop fort, on ne fait que des nœuds. Il vaut mieux détendre le fil doucement. » Margaret la conduisit dans le même salon. L'air était lourd de non-dit. « J'aimerais vous poser une question sur M. Bellamy. » Margaret haussa un sourcil. « L'avocat ? » ?»« Oui. Vous avez mentionné que votre frère avait des dettes. Et je crois que M. Bellamy gérait une partie de ses finances. » L'expression de Margaret ne changea pas, mais il y eut un léger changement, un resserrement intérieur. « Est-ce une enquête policière ? » « Oh non, » répondit aimablement Miss Marple. « La police cherche des preuves. Moi, je cherche des gens. » Margaret s'assit lentement. « Alors tu cherches au mauvais endroit. Bellamy est aussi bête qu'un couteau à beurre. »« Même un couteau à beurre, » dit Miss Marple, « peut couper s'il est utilisé correctement. » Il y eut un silence. « Je connais M. Bellamy depuis très longtemps, » dit finalement Margaret. « Il a aidé à régler la succession de mes parents. Et quand Hugues a eu des ennuis, quand les premières lettres de jeu sont arrivées, je lui ai demandé d'intervenir, discrètement. Est-ce que Hugues en a voulu à ça? Il était irrité partout, dit Margaret sans s'emporter, mais il avait besoin de quelqu'un pour le protéger de sa propre bêtise. Bellamy l'a fait. À un prix, je suppose. Miss Marple hocha légèrement la tête. Un prix au-delà de l'argent? Je pense, dit lentement Margaret, que M. Bellamy n'était pas totalement inconnu de Madame Leclerc, et que Hugues l'a découvert. Cela confirmait ce que Miss Marple soupçonnait déjà, mais cela signifiait autre chose dans les lèvres de Margaret, car Margaret ne se livrait pas à des spéculations, seulement à des certitudes. Si Hugues menaçait de révéler quelque chose, alors Bellamy a peut-être paniqué, dit Margaret d'un ton neutre. Mais même là, je ne crois pas qu'il ait eu l'intention de le tuer. Pas au début. Miss Marple se pencha en avant. Vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas? À la garden party. Les yeux de Margaret s'assombrirent, non pas de peur, mais de résignation. J'ai vu Bellamy suivre Hugues vers l'étang. Je n'y ai pas prêté attention. Des gens marchaient. Il y avait foule. Mais ensuite, j'ai vu Madame Leclerc s'éloigner rapidement, la tête baissée. C'était étrange. Elle n'avait jamais l'air troublée. Et puis, juste avant le cri, j'ai vu Bellamy revenir à travers les buissons, de l'autre côté, seul. « Est-ce qu'il t'a vu ?»« Non, » répondit Margaret. « J'étais à l'ombre près du chapiteau. Il ne s'est jamais retourné. » La voix de Miss Marple était très basse. « Pourquoi n'as-tu pas osé te manifester ?» Margaret ne répondit « C'est pas tout de suite. »« Tu aimais ton frère, » dit doucement Miss Marple. « Je l'ai fait, » répondit-elle. « Même au pire. Mais je savais aussi ce qui arriverait si je disais avoir vu Bellamy. Ce serait ma parole seule, aucune preuve. Et il accuserait Céleste, et elle disparaîtrait ou serait ruinée, ou pire.
Je ne faisais pas confiance à la police pour découvrir la vérité. Et maintenant, Céleste a disparu. Margaret hocha la tête d'un air sombre. Et je pense qu'il s'en est assuré aussi. Miss Marple fouilla dans son sac à main et en sortit l'écharpe et le miroir compact. J'ai trouvé ça près du cimetière. Il semble qu'ils aient eu une dernière réunion. Margaret ferma les yeux, la douleur traversant son visage pourtant impassible. Elle lui faisait confiance. C'était son erreur. Miss Marple se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le ciel s'assombrissait. Des lumières clignotaient à travers le village et quelques étoiles naissantes apparurent, faibles dans le crépuscule. « Vous avez protégé la mémoire de votre frère, mademoiselle Allerton, » dit-elle doucement. « Mais maintenant, vous devez protéger la vérité. Il y a une grande différence. » Margaret resta parfaitement immobile. Après un long silence, elle demanda « Que vas-tu faire ?»« Je vais donner à Monsieur Bellamy l'occasion de s'expliquer, » dit Miss Marple. « Et s'il choisit de dire la vérité, je l'écouterai. Sinon, je lui ferai comprendre que la vérité le connaît déjà. » Ce soir-là, Miss Marple appela discrètement l'inspecteur Cray. Elle demanda un rendez-vous le lendemain après-midi en présence de Monsieur Bellamy. L'inspecteur, peu habitué à être convoqué, accepta néanmoins. Le ton de la voix de Miss Marple ne tolérait aucun refus. Ils se retrouvèrent au salon des Sedley en territoire neutre. Miss Marple arriva la première, suivie de Cray, le dos raide et les lèvres pincées. Monsieur Bellamy entra le dernier, ajustant ses boutons de manchette avec l'air langoureux d'un homme trop habitué aux conflits polis. « Mademoiselle Marple, » dit-il d'une voix douce, « à quoi me vaut ce plaisir ?» Elle sourit faiblement. « Ce n'est qu'une petite affaire, Monsieur Bellamy. Cela concerne Hugues Allerton et Madame Leclerc. » Son sourire s'est estompé. « J'ai cru comprendre que vous les aviez vus tous les deux le jour de la garden party. » Bellamy haussa les épaules. « Tout le monde l'a fait. Avez-vous également parlé à Monsieur Allerton près de l'étang ?»« C'est possible. C'était une fête, les gens se promenaient. » Miss Marple l'observa. « Et après la fête, tu n'as pas vu Madame Leclerc ?» Sa mâchoire se contracta. « Non. » Miss Marple sortit le poudrier et l'écharpe de son sac à main et les posa délicatement sur la table. « J'ai trouvé ça près du cimetière, » dit-elle, « avec des traces de lutte. » Cray se redressa. L'expression de Bellamy vacilla, l'espace d'un instant. « Cela ne prouve rien. Cela prouve la proximité, » dit calmement Miss Marple, « et cela suggère que Madame Leclerc n'a pas quitté le village de son plein gré. » Cray se tourna vers Bellamy. « L'as-tu rencontrée ce soir-là » La voix de Bellamy était tendue. Elle a demandé à me rencontrer. Elle voulait de l'argent, partir, elle a dit qu'elle avait des lettres. À mon sujet, à propos de Hugues, j'ai refusé. Et puis, elle m'a menacé, dit-il sèchement. Elle a dit qu'elle me ruinerait. Elle est partie. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Personne ne l'a vue partir, a déclaré Cray. Elle a traversé les champs. Elle avait des amis à Londres. Elle... Miss Marple l'interrompit doucement. Elle n'a rien laissé derrière elle, pas même ses chaussures. La bouche de Bellamy s'ouvrit puis se referma. La pièce était très calme. Finalement, Miss Marple prit la parole. « Il n'y a pas de honte à avoir peur, Monsieur Bellamy. Mais il y a une grande honte à prétendre n'avoir aucune responsabilité. » Bellamy baissa les yeux. « Elle a dit qu'elle me détruirait, » murmura-t-il. « Tout ce que j'ai construit. Je voulais juste l'effrayer. Elle s'est cognée la tête. J'ai paniqué. »« Et Hugues ?» demanda Cray. « Il a découvert notre histoire. Les lettres. Il m'a interpellé à la fête. Il m'a traité d'imposteuse. Il a dit qu'il irait voir la police. Je l'ai suivi jusqu'à l'étang. On s'est disputé. Je l'ai poussé. Il se leva, l'air soudain chargé de confession. Je n'ai jamais voulu dire quoi que ce soit. Mais une fois que ça a commencé, plus rien ne pouvait l'arrêter. » Miss Marple hocha la tête une fois. « Je te crois, » dit-elle. « Mais maintenant, tu dois faire ce qui reste à faire. » Bellamy ne protesta pas lorsque Cray lui lut ses droits. Il se tenait, comme toujours, avec la posture raide d'un gentleman, même si ce titre ne lui convenait plus. Tandis qu'il l'emmenait,
Miss Marple resta assise, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. L'écharpe et le poudrier reposaient à côté d'elle, telles les reliques d'une âme disparue. Et la vérité enfin s'abattit sur le village, non pas comme un rugissement, mais comme un silence silencieux, inévitable. L'arrestation de monsieur. Bellamy jeta une ombre sur Chippingden, le genre d'ombre qui plane dans les salons et qui plane derrière les conversations au comptoir des magasins. Bien que ce ne soit pas encore officiel, aucune inculpation n'avait été annoncée, aucun journaliste n'était arrivé, et la police restait discrètement vague. Le village était au courant, comme toujours. La nouvelle se répandit avec le poids silencieux de l'inéluctabilité. Monsieur Bellamy n'avait pas été vu à son bureau depuis la veille. La plaque en laiton de l'avocat avait été polie, curieusement, comme en prévision d'un examen minutieux. Un agent de police s'attardait maintenant discrètement devant le commissariat. Personne ne prononça le mot « meurtre » directement, mais il flottait entre les lignes comme une brume humide dans les haies. Miss Marple, quant à elle, traversa la journée suivante avec un calme délibéré. Elle rendit visite au boulanger comme d'habitude, remarqua le croustillant des scones aux raisins secs et complimenta Madame Jessop sur ses soucis. Pourtant, quelque chose dans son expression, un pincement au coin des yeux, une légère moue, laissait entendre qu'elle n'était pas tout à fait sereine, parce que quelque chose restait en suspens. Elle repensa à chaque détail de sa promenade, cet après-midi-là, chaque mouvement précis et mécanique, tandis que son esprit tournait en spirale silencieuse. Les aveux de M. Bellamy avaient été complets, mais incomplets. Il manquait une certaine clarté quant aux motivations, notamment concernant Madame Leclerc. Certes, il avait parlé de panique, de menaces, d'être acculé, mais Céleste n'était pas du genre à dramatiser. Miss Marple avait observé ses subtilités. Ces menaces, si elles avaient été proférées, auraient été précises et calculées. Alors, qu'est-ce qui l'avait vraiment effrayé? La bague de nouveau hantait ses pensées. Elle avait été placée au doigt de Hugues, ni perdue, ni jetée, mais affichée. Les aveux de Bellamy ne mentionnaient aucun détail de ce genre. Il avait dit avoir paniqué, qu'il avait frappé, que Hugues était tombé. Mais quel genre de panique? Laisse-t-il le temps à une mise en scène symbolique? Elle repensa à Rosemary Barton. Son expression distante, ses yeux secs. Rosemary avait eu peur, mais pas de Hugues, pas de Madame Leclerc. Elle avait eu peur pour quelqu'un. Et Miss Marple réalisa une fois de plus que Rosemary avait très peu parlé de cette dernière semaine. Elle n'avait jamais expliqué pourquoi les fiançailles s'étaient terminées si brutalement. Seulement qu'elle avait découvert quelque chose qui la laissait à la fois effrayée et résolue. Il était presque 6 heures lorsque Miss Marple prit un chemin différent de celui habituel et se retrouva à nouveau chez Marchemont. La fenêtre du salon était ouverte, et elle entendit un murmure de voix à l'intérieur, 2 voix féminines, l'une posée, l'autre plus tendue. Elle ne frappa pas immédiatement. Elle resta à la grille et attendit. La porte s'ouvrit et Rosemary sortit seule. Elle sursauta en voyant Miss Marple. « Oh, Miss Marple, je ne m'attendais pas à... »« Moi non plus, » dit doucement Miss Marple. « Mais parfois, ma chère, les gens arrivent exactement au moment où on a besoin d'eux. » Rosemary hésita. Ses yeux étaient cernés de fatigue, ses mains serrées autour de sa taille. « Puis-je marcher avec vous un instant ?» demanda Miss Marple. Rosemary fit un léger signe de tête et ils commencèrent à parcourir le chemin de gravier en direction du Green. « J'ai entendu dire que M. Bellamy a avoué, » dit Rosemary après un silence. Sa voix était basse, mais assurée. « Oui, il l'a fait, à propos de Hugues et de Madame Leclerc. Quoique... » Miss Marple s'interrompit, d'un ton lourd de sens. « Tu ne le crois pas? Je crois qu'il a dit la vérité, mais pas tout. » Rosemary s'arrêta de marcher. « Que veux-tu dire ?» Miss Marple se tourna vers elle. « Je crois qu'il a oublié quelque chose. Quelque chose à propos de pourquoi Madame Leclerc est devenue un danger pour lui.
Et c'est pourquoi Hugues a finalement dû être réduit au silence. Je pense que vous saviez peut-être quelque chose. Je pense que c'est ce qui vous a suffisamment effrayé pour renvoyer la bague. Rosemary détourna le regard vers l'horizon où le soleil avait plongé sous les arbres. Ce n'était pas à cause de Hugues, dit-elle finalement. Pas directement, Miss Marple attendait. J'ai surpris une conversation, continua Rosemary. Par hasard, dans le jardin derrière la maison de tante. Hugues était passé. Ils pensèrent qu'il n'y avait personne. Il? Hugues et Monsieur Bellamy. La voix de Rosemary baissa. Ils se disputaient à propos d'une femme à Paris, pas Madame Leclerc, quelqu'un d'autre, une fille, très jeune. Miss Marple inspira doucement. Ils ont parlé de paiement, qu'on s'était occupé d'elle, qu'il ne fallait pas en parler, et Hugues, il semblait en colère, écœuré. Il a dit que ce n'était pas ce qu'il avait accepté, qu'il voulait juste que ça passe tranquillement, pas comme ça, que... Et Monsieur Bellamy? Demanda Miss Marple. Il a dit qu'elle était un handicap, qu'il ne pouvait pas se permettre un scandale. La voix de Rosemary se brisa légèrement. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais pas l'épouser. Même si ce n'était pas lui qui avait pris la décision, il l'avait acceptée. Il autorisait, il. Et tu n'en as jamais parlé à personne. Non, j'avais peur, pas seulement pour moi. Ma tante m'avait toujours mise en garde. Pour les apparences, la respectabilité, et Hugues, je pensais qu'il changerait peut-être. Qu'il le regretterait. Mais quand Céleste est revenue sur le devant de la scène, et que les menaces ont commencé, j'ai su que ça se saurait. Et je pense que M. Bellamy le savait aussi. Miss Marple hocha lentement la tête, la dernière pièce s'enclenchant en place. Bellamy n'avait pas tué pour couvrir une affaire mesquine ou protéger une réputation fragile. Il avait tué pour enterrer le passé, un passé partagé avec Hugues, et peut-être d'autres, impliquant une fille dont la voix avait été étouffée par l'argent et le silence. Céleste Leclerc connaissait probablement la vérité, ou sa partie, suffisamment pour forcer la main de Bellamy, et Hugues, peut-être trop tard, avait commencé à voir à quoi il avait participé. C'était le véritable motif. Miss Marple tendit la main et toucha légèrement celle de Rosemary. « Tu portes ?»« Ça depuis longtemps. » Le menton de Rosemary tremblait, mais elle hocha la tête. « Alors, ma chère, il est temps de poser le problème. Tu en as fait assez pour protéger tout le monde. Laisse la vérité te protéger maintenant. » Ce soir-là, Miss Marple écrivit une lettre à l'inspecteur Cray, une lettre discrète rédigée avec sa plume soignée, expliquant le problème profond qui avait poussé Bellamy au désespoir. Elle omettait le nom de Rosemary, inutile pas encore, et décrivait simplement la connaissance par une jeune femme d'un méfait grave entendu par hasard il y a longtemps, et la chaîne d'événements qui l'avait déclenché. Elle plia soigneusement la lettre, la scella et la déposa près de la porte pour qu'elle soit envoyée par la poste le matin. Dehors, Chippingden s'installait dans le crépuscule. Les oiseaux se taisaient, le vent tournait dans les haies, et le village, bouleversé, commençait alors son lent processus de retour à la paix, même s'il ne retrouverait peut-être jamais tout à fait sa forme d'origine. Vous avez dit, poursuivez, l'histoire en maintenant un flux solide et logique qui s'intègre parfaitement à la partie précédente. La transition doit être naturelle et captivante, garantissant le bon déroulement de l'enquête. Chaque événement doit s'appuyer sur le précédent, menant au développement suivant sans changement brusque. Suivez ces directives. Maintenez le récit étroitement lié à la section précédente. Assurez-vous que la chronologie reste solide et cohérente, sans sauts ni détours inutiles. Le ton, le rythme et le style doivent correspondre au flux établi. Maintenez le suspense et l'intrigue tout en guidant l'histoire vers le moment clé suivant. Évitez les titres ou les sauts de section. L'histoire doit être continue et immersive. Répondez toujours directement dans le chat sans perturber le format de l'histoire. Section 8, 200 mots. Commencez à écrire dès maintenant. ChatGPT a dit « Au matin,
Une fine bruine s'était abattue sur Chipping Den, adoucissant les angles vifs des toits et lavant la poussière des pétales de rose le long des bordures du jardin. Miss Marple, parapluie dans une main et sa lettre pour l'inspecteur Cray dans l'autre, se dirigea vers la boîte aux lettres, avec la démarche posée d'une femme qui savait qu'il ne fallait pas perdre son temps, mais qu'il ne fallait pas, non, plus se précipiter. Le village était silencieux, comme s'il retenait son souffle. Elle croisa deux femmes qui chuchotaient sous l'auvent de l'épicerie et entendit le nom de Bellamy dans le silence. Personne n'osait parler trop fort maintenant. Pas après 2 morts et une femme disparue. Pas après le choc d'avoir vu un homme invité à des réceptions paroissiales et à des déjeuners de jardinage être emmené sous bonne garde. La lettre tomba avec satisfaction dans la boîte aux lettres rouges et Miss Marple se tourna vers le presbytère. Il lui restait encore une chose à comprendre, avant que l'énigme ne soit enfin résolue. Le révérend Prowse l'accueillit avec son habituel mélange de chaleur et de légère perplexité. Son bureau, bien que rangé, sentait la cire de bougies et les vieux livres reliés en cuir. Une horloge tic-taquait sur la cheminée, son rythme précis et apaisant. « Mademoiselle Marple, quel plaisir. Du thé? Pas aujourd'hui, merci, répondit-elle doucement. Juste une petite chose, révérend, à propos du cimetière. Il cligna des yeux. Le cimetière? Oui. Je me demande si des perturbations ont été signalées récemment. Peut-être quelqu'un a-t-il été surpris en train d'errer à des heures inhabituelles. Le révérend Prowse avait l'air pensif. Puisque vous le dites, notre jardinier, monsieur Denley, a dit quelque chose d'étrange. Il a trouvé des empreintes de pas près du mur nord un matin de la semaine dernière. Un talon s'est cassé d'une chaussure, a-t-il dit, même s'il a supposé qu'il s'agissait de jeunes gens qui se faufilaient. Un talon? Demanda-t-elle d'un ton décontracté. Oui, laissé près d'une des tombes les plus anciennes. Rien d'autre n'a été dérangé, mais je crois que M. Denley l'a ramassé. Il l'a apporté à la sacristie. Puis-je le voir? Le vicaire hésita un instant, puis la conduisit à la petite sacristie adjacente à la nef. Là, au milieu, d'un fouillis de livres de cantiques et de tasses à thé en trop, se trouvait une boîte en carton cabossée. À l'intérieur, posée sur du linge plié, reposait une élégante chaussure, en satin ivoire de style français, dont le talon s'était parfaitement cassé. Miss Marple le souleva doucement, examinant la couture fine, la courbe délicate de l'arche, certainement celui de Madame Leclerc. « Savez-vous quel jour il a été trouvé ?» demanda-t-elle. « Jeudi matin, dit-il, après la garden party. » Miss Marple hocha lentement la tête. Cela confirmait son geste. Céleste était venue ici, avait rencontré quelqu'un dans le cimetière, probablement sur ses instructions, et n'était jamais repartie. L'écharpe, le poudrier, le talon cassé, et pourtant aucun corps n'avait été retrouvé. Sauf si... Elle se tourna vers le révérend, son esprit s'aiguisant. « Puis-je vous demander, révérend, y a-t-il eu des inhumations récentes, des inhumations discrètes, peut-être ?» Il fronça les sourcils, surpris par ce changement brutal. Un seul, cette même semaine, M. Silas Bray, vieil homme, sans famille, mort à l'infirmerie. Et enterré, quand? Vendredi matin, le lendemain de la garden party. Son souffle se coupa légèrement. Et qui a assisté à l'enterrement? Juste moi et le jardinier, pas de personnes en deuil. Le cercueil est venu directement du comté. Miss Marple ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Cette pensée lui était venue avec une horrible clarté. L'occasion aurait été parfaite. Une tombe fraîchement creusée. Personne ne la surveillait. Un deuxième corps, caché avec le premier, invisible sous des couches de terre et sous la surveillance des autorités. Céleste n'avait jamais quitté le village. Elle y avait été enterrée. Cette connaissance ne la frappa pas de peur, mais d'une sorte de détermination froide. Elle quitta le presbytère et rentra aussitôt chez elle. Là, à son bureau, elle commença une seconde lettre à l'inspecteur Cray, plus courte que la première, mais plus lourde par conséquent. Elle décrivait l'enterrement, le moment, la chaussure. Elle ne spéculait pas.
Elle exposait simplement ce qui avait été découvert et ce qu'il fallait faire. Si la tombe était exhumée, elle était certaine que la vérité éclaterait avec elle. Elle a posté la lettre elle-même, même si ses mains tremblaient légèrement en le faisant. Le lendemain matin, la nouvelle lui était parvenue discrètement. L'inspecteur Cray avait autorisé une exhumation discrète. Aucune annonce n'avait été faite. Aucune rumeur n'avait circulé. Seuls quelques policiers et un coroner étaient présents. Mais le rapport était clair. Un deuxième corps avait été retrouvé dans le cercueil de Silas Bray. Le corps d'une femme. Mince, brune, vêtue d'une robe d'été à fleurs. Indiscutable, même dans la mort. Céleste Leclerc. Cet après-midi-là, l'inspecteur vint voir Miss Marple en personne. Il était calme, moins zélé que d'habitude. Sa moustache tombait légèrement sous l'effet de la gravité de la situation. « Tu avais raison », dit-il en acceptant la tasse de thé qu'elle lui offrait sans protester. « Enfouie sous le vieil homme, bien cachée. Sans toi, elle serait passée inaperçue à jamais. Je ne peux pas m'en attribuer le mérite, dit-elle, doucement. Seule la vérité mérite cela. Il hocha la tête. Bellamy n'a plus rien dit depuis. Mais c'est clair maintenant. Il l'a attirée là-bas après la garden party. Elle a dû exiger de l'argent ou menacer de dénoncer. Peut-être les deux. Miss Marple remuait doucement son thé. Elle était peut-être au courant pour la jeune fille de Paris, ou tout simplement trop au courant de ses relations avec Hugues. Quoi qu'il en soit, elle est devenue gênante. Et il était déjà interné. Une mort rend un homme désespéré, deux le rendent impitoyable. L'inspecteur se frotta le visage. On ne saura jamais tout, à moins que Bellamy ne parle. Non, répondit Miss Marple en posant sa tasse. Mais nous en savons assez. Elle le raccompagna jusqu'à la porte, le regardant traverser l'allée de son jardin. Le village était calme, mais pas serein. Il y avait trop de remous pour cela. La vérité éclatait maintenant, et une fois dévoilée, elle avait le don d'atteindre tous les recoins. Plus tard dans la soirée, Miss Marple écrivit un dernier mot. Non pas à l'inspecteur, mais à Rosemary. « Mon cher, c'est fait. Céleste sera enterrée dignement sous son propre nom. Et l'histoire, bien que douloureuse, n'est plus un secret pour les vivants. C'est tout ce que nous pouvons demander. La paix pour les morts et la délivrance pour les autres. Sincèrement vôtre, J. Marplell plia le mot, le scella et le déposa dans son panier pour le livrer le lendemain. Puis, assise près de la fenêtre, elle regarda le crépuscule tomber. Il y avait encore beaucoup à venir. Des déclarations, des enquêtes, peut-être un procès. Mais pour l'instant, le village de Chippingden avait retrouvé son souffle. Plus doux, transformé, mais respirant néanmoins. Et Miss Marple, ayant enfin repris son tricot, recommença à broder. Le rythme de Chippingden a mis du temps à revenir dans les jours qui ont suivi, et bien que les haies soient toujours aussi soigneusement taillées, et que le thé coule aussi généreusement qu'avant, un calme indéniable s'est installé. Moins un silence et plus une pause, comme si le village lui-même absorbait encore toute la forme de l'histoire. Miss Marple reçut la réponse de Rosemary 2 matins après avoir posté son propre mot. La lettre était brève, écrite sur du papier à lettres couleur crème, d'une écriture ferme mais teintée d'effort. Merci, il a lu point pour avoir protégé ce qui comptait, et pour avoir su ce qu'il ne fallait pas dire à voix haute. Je crois que je vais quitter Chippingden pour un temps. Je ne me sens plus tout à fait moi-même ici, mais je me souviendrai de votre gentillesse. Cordialement, Miss Marple le lut 2 fois, puis le plaça délicatement dans le tiroir à côté de son exemplaire de remèdes à base de plantes pour le jardin de campagne. Rosemary partirait, bien sûr. Pas pour toujours, peut-être, mais assez longtemps pour laisser son esprit s'installer dans un endroit où l'air ne serait pas chargé de murmures, et où chaque vitrine ne reflèterait pas un visage qui se souvenait. C'était tout à fait normal. Il y a des choses dont il faut s'éloigner avant de pouvoir les traverser. Et pourtant, ce n'était pas tout à fait la fin. Pas encore. Bien que Bellamy ait été placé en détention provisoire,
et qu'une avalanche de paperasse se soit abattue sur le bureau du comté, l'enquête officielle n'avait pas encore eu lieu. L'inspecteur Cray l'avait organisée discrètement, préférant ne pas alimenter les spéculations plus que nécessaire. Mais Chipping Dan, comme toujours, savait lire les signes. Dès que la nouvelle de l'enquête programmée se répandit, les personnes les plus proches de l'affaire commencèrent à réapparaître, attirées non par la curiosité, mais par le besoin d'être témoins de la vérité qui les avait touchés. Le matin de l'enquête, Mademoiselle Marple s'habilla avec soin. Elle portait un manteau bleu foncé et non noir, et une modeste broche épinglée à son revers, une petite feuille d'argent délicate et discrète. Arrivée tôt, comme toujours, elle prit place au 3e rang de la petite salle d'audience, lambrissée de Much Hasley, où le coroner était assis au milieu des documents, tandis qu'un greffier s'activait avec une efficacité discrète. Margaret Allerton était assise au 1er rang, la posture rigide, le visage impassible. Elle n'avait pas parlé à la presse, n'avait fait aucune déclaration, n'avait pas cherché à attirer l'attention. Elle était, comme toujours, parfaitement réservée. Miss Marple admirait cela chez elle, même si elle soupçonnait que cela lui avait coûté cher et M. Denley, le gardien du cimetière, fut appelé en premier. Il raconta son récit en termes simples et honnêtes. Comment il avait trouvé le talon cassé, comment le vicaire l'avait écarté comme une maladresse de jeunesse, et comment rien ne semblait anormal jusqu'à l'exhumation. Puis le médecin arriva, la voix précise mais clinique. La femme ensevelie sous Silas Bray avait subi un traumatisme crânien, dit-il. Aucun signe de lutte, hormis une blessure défensive au bras gauche. Elle avait probablement été prise par surprise. Les doigts de Miss Marple se croisèrent doucement sur ses genoux. Elle imagina Céleste debout parmi les ifs, attendant peut-être les bras croisés, la voix froide mais ferme. Elle ne s'attendait pas à la mort, ni à ce moment-là, ni de la part de lui. C'était la tragédie des femmes comme elle. Elle jugeait souvent mal lesquelles, parmi les gentlemen raffinés, étaient susceptibles de faire du mal lorsqu'on les pressait. Lorsque Bellamy fut introduit, escorté discrètement par l'entrée latérale, un silence s'abattit sur la pièce. Il paraissait plus âgé que quelques jours auparavant, non pas décharné mais vide, comme si son intelligence avait été arrachée, ne laissant que l'échafaudage d'un homme qui avait trop longtemps misé sur le contrôle. Il ne parla pas. Son avocat lui conseilla de garder le silence, ce qu'il fit, même si ses yeux ne cligna qu'une seule fois, lorsqu'on mentionna la lettre que Céleste avait reçue avant la soirée, celle timbrée de Paris. Il la regarda d'un air perçant, mais ne dit rien. Miss Marple l'a remarqué, c'était le dernier fil conducteur, après l'ajournement de l'enquête et la déclaration du coroner, selon laquelle les décès résultaient d'actes criminels délibérés. Elle attendit. D'autres partirent en petits groupes, silencieux et respectueux. Margaret passa devant elle sans un mot, bien que leurs regards se soient croisés, et dans ce regard transparaissait une certaine sérénité. Ni gratitude ni soulagement, juste une reconnaissance. La vérité avait éclaté, et cela devrait suffire. Miss Marple resta assise quelques instants encore. Puis elle se leva et se dirigea, non pas vers la sortie, mais vers l'inspecteur Cray, qui se tenait près de la porte et parlait à un agent de police. « Un instant, inspecteur. » Il se retourna, sans surprise. « Bien sûr, il y a un détail qui me trouble encore. »« Un seul ?» dit-il avec un sourire fatigué. « La lettre de Paris, » dit-elle. « Céleste l'a reçue quelques jours avant le meurtre. Personne ne sait ce qu'elle contenait, mais elle a changé après l'avoir lue. » Cray hocha la tête. « On ne l'a pas trouvée dans ses affaires. Probablement détruit. »« Ou supprimé, » dit Miss Marple. « Par quelqu'un qui ne voulait pas le lire. Bellamy ? Peut-être, dit-elle. Mais je me demande qui d'autre aurait pu y avoir accès. Qui aurait pu savoir que ça allait arriver ?» Cray cligna des yeux. « Tu ne veux pas dire ? Je veux dire, dit Miss Marple doucement, que les secrets ont une façon de raisonner. » Elle en resta là. Que ce soit une énigme à résoudre plus tard. Elle n'avait plus besoin de la réponse complète.
Elle en avait entrevu suffisamment pour savoir que la vérité profonde prendrait plus de temps à éclaircir et n'atteindrait probablement jamais le tribunal. Il y avait des ombres derrière tout cela, plus anciennes que ce village qui transcendait les frontières et les années. Bellamy y avait contribué, mais pas seul. De retour à Chippingden, le village était silencieux. La nouvelle de l'enquête parvint ce soir-là, mais Miss Marple ne prêta pas attention au ragot. Elle retourna plus tôt dans son jardin. Les rosiers avaient refleuri, et les abeilles s'y déplaçaient avec une attention enviable. Elle s'arrêta devant son portail en entrant. De l'autre côté de la rue, les lumières de la maison Allerton étaient tamisées et les rideaux tirés. Un chapitre s'était clos, mais la question était de savoir s'il resterait clos. Elle entra et déposa soigneusement son manteau sur le crochet. Dans le salon, la bouilloire grésillait déjà. Elle versa le thé et s'assit près du feu. Même si la chaleur du jour persistait, ce ne serait pas le dernier meurtre à toucher un village tranquille, ni le dernier homme apparemment distingué à être découvert vide de sens. Mais pour l'instant, les fils étaient rassemblés, le motif compris. Et Miss Marple, toujours vigilante, laissa le silence s'installer jusqu'à ce qu'il soit à nouveau troublé. Les jours suivants s'écoulèrent dans un calme à la fois réparateur et illusoire. Chippingden reprit son rythme quotidien. Le cliquetis des bouteilles de lait à l'aube, les rires des écoliers dans les ruelles, le vrombissement lointain du vélo de M. Jessop lors de sa tournée matinale, mais sous tout cela subsistait un courant paisible, comme si le village lui-même respirait encore après avoir passé trop de temps sous l'eau. Miss Marple, toujours sensible aux subtilités de l'atmosphère, ne prenait pas ce silence pour du calme. Il y avait eu un changement, non seulement dû au choc du meurtre et du scandale, mais à quelque chose de plus profond, de plus troublant. La prise de conscience que la paix qu'il cultivait si soigneusement pouvait, en un instant, se transformer en un camouflage parfait pour quelque chose de bien plus sombre. Elle continuait ses activités quotidiennes, jardinage, lettres, participation au cercle de lecture du jeudi matin, mais son esprit restait actif. Un seul fil la tiraillait encore, un léger mais persistant effilochage. C'était la lettre de Paris. La connaissance de son existence, conjuguée à sa disparition soudaine, persistait dans son esprit comme une mélodie indéfinissable. Si Céleste l'avait simplement détruit, elle aurait sûrement manifesté un signe de soulagement ou de résolution, mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, elle était devenue tendue, effrayée, déterminée à partir, et trop tard. Bellamy avait avoué le meurtre. Il avait reconnu avoir réduit Céleste au silence pour se protéger, mais avait-il eu connaissance de la lettre lorsqu'il l'avait confrontée? Et sinon, qui l'avait su? La réponse, soupçonnait Miss Marple, était quelqu'un d'encore plus proche du village que les autres ne l'avaient supposé. Non pas un complice, mais quelqu'un qui avait accès à la ville. Quelqu'un dont le mobile n'était pas l'autopréservation, mais la protection d'autrui. Il était tard dans l'après-midi lorsqu'elle se retrouva devant Marchmont House. Les rosiers du jardin de devant avaient été récemment taillés, leurs fleurs soigneusement disposées contre le treillis. Madame Marchmont avait toujours été réputée pour son exigence, dans son jardin comme dans la vie. Rosemary ouvrit la porte, visiblement surprise. « Mademoiselle Marple, je ne pensais pas. J'espère ne pas être importun. Juste un petit mot, si vous me le permettez. » Rosemary hésita un instant, puis hocha la tête et s'écarta. Le salon était tel que Miss Marple s'en souvenait. Impeccable, pâle, sobre. Pas un grain de poussière. Le plateau de thé était déjà posé, mais la théière était restée intacte, les tasses vides. « Je suis contente que tu ne sois pas encore partie, » dit doucement Miss Marple en s'installant dans le fauteuil. « J'imagine que ce doit être difficile de savoir comment dire adieu à un endroit qui t'a tant façonné. » Rosemary s'assit en face d'elle, les mains jointes avec précaution. « J'ai repoussé les choses.
Je suppose que je ne suis pas encore tout à fait prête. Personne ne l'est jamais, dit Miss Marple. On laisse toujours quelque chose derrière soi, même quand on croit avoir tout emporté. Rosemary lui offrit un sourire pâle. C'est pour ça que tu es venue? Pour me dire au revoir? Pas tout à fait. Le ton de Miss Marple s'adoucit. Je suis venu vous demander des nouvelles de la lettre. Le silence se fit plus intense. Le sourire de Rosemary disparut. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Oh, je crois que oui. La lettre que Céleste a reçue, remise la semaine de la garden party. Elle a changé après l'avoir lue. Tu as remarqué, n'est-ce pas? Rosemary ne répondit pas. Je crois que vous l'avez vue, peut-être même lue, et je crois que vous l'avez retirée après sa mort. Enfin, la voix de Rosemary se fit entendre, basse et posée. Pourquoi ferais-je ça? Pour protéger quelqu'un, répondit simplement Miss Marple, ou, à tout le moins, pour le soustraire à un examen qui ne s'arrête pas à la vérité. Les épaules de Rosemary s'affaissèrent légèrement. Ça n'a rien apporté d'utile. Qu'est-ce que ça disait? Elle hésita, puis baissa les yeux vers ses mains. C'était une femme, de Paris. Elle disait que Céleste l'avait aidée autrefois, il y a des années. Non pas par amitié, mais pour de l'argent. La lettre n'était pas une menace, c'était un avertissement. Elle disait qu'il y avait des gens à Paris qui n'avaient pas oublié ce que Céleste avait fait, qu'elle pourrait être en danger si elle y retournait. Miss Marple l'observait attentivement. Et pensiez-vous que le danger l'avait suivie? Jusqu'ici, Rosemary hocha la tête. Au début, j'ai cru que quelqu'un était venu la chercher, qu'elle avait été tuée à cause de quelque chose qui n'avait rien à voir avec Hugues. Mais ensuite, puis Bellamy a avoué. Oui, mais tu n'as toujours pas remis la lettre. Je l'ai brûlée, dit doucement Rosemary. Ça n'aurait servi à rien. Ça aurait dépeint Céleste comme quelqu'un d'autre. Et le village aurait créé ses propres histoires. Tu sais comment elles sont. Miss Marple hocha la tête. Tout à fait. Elle tendit la main et posa doucement celle de Rosemary. Tu as fait ce que tu pensais être juste, et peut-être, à sa manière, c'était le cas. Mais la justice, ma chère, ne consiste pas seulement à protéger les morts, il s'agit de libérer les vivants. Les yeux de Rosemary brillaient, mais elle ne pleurait pas. Elle détourna simplement le regard vers la fenêtre, où la lumière déclinante se reflétait sur la vitre, comme le scintillement du souvenir. « Je pars demain, » dit-elle enfin. « J'ai déjà fait mes valises. » Miss Marple lui serra doucement la main avant de se lever. « Et quand vous serez prête à revenir, le village sera toujours là. Il l'est toujours. » Elle partit discrètement, retournant vers son cottage dans la douce pénombre. L'air sentait légèrement la lavande et la fumée de cheminée, les premiers frissons du soir s'installant. Son portail s'ouvrit en grinçant, avec son charme protestataire habituel, et elle entra ne s'arrêtant que pour récupérer son courrier dans la petite boîte en laiton près du perron. Une lettre. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, l'écriture était inconnue, prudente, délibérée. Je ne demande pas pardon, seulement compréhension. Ce que nous avons tenté de cacher était déjà brisé, bien avant que vous ne le découvriez. Mais je vous suis reconnaissant pour ce que vous avez gardé secret. Tout ne doit pas être dit à voix haute. Miss Marple plia lentement la lettre et resta assise un moment à la lire, le léger tic-tac de l'horloge emplissant la pièce. Elle pensa à Margaret Allerton et à la façon dont le chagrin se transformait parfois en devoir. Elle pensa à Hugues et aux dégâts que l'orgueil pouvait causer lorsqu'il n'était pas maîtrisé. Elle pensa à Céleste, dont la vie avait été un exercice d'équilibre entre les apparences et la nécessité, et qui finalement avait confié son secret à la mauvaise personne. Et elle pensait, avec une tristesse silencieuse, à tous ceux qui portaient des fardeaux qui ne leur étaient pas destinés. Elle alluma la lampe, mit la lettre dans le feu et la regarda se réduire en cendres. Il n'y aurait plus de lettres, plus d'aveux. La vérité, telle qu'elle s'était révélée, suffirait. Le village avancerait, hésitant certes, et peut-être non sans quelques murmures persistants, mais il se rétablirait, comme tout finit toujours par arriver. Dehors, le vent agitait le lierre le long de la clôture.
Quelque part, un chien aboya puis se tut, et Miss Marple, son châle enroulé autour de ses épaules, reprit son tricot. Pas pour la distraction, mais pour le rythme, pour la paix. Le soleil matinal se leva sur Chippingden avec une splendeur inattendue, illuminant les toits d'ardoise et faisant scintiller les haies de rosée. Pour la première fois depuis des semaines, l'air semblait apaisé, comme si le village, après avoir exhalé ses secrets de longue date, pouvait enfin respirer à nouveau librement. Miss Marple était assise sur son porche, un châle léger sur les épaules, sa tasse de thé chaude à la main. Les dernières roses d'été ondulaient doucement dans la brise, leur parfum transportant nonchalamment le long du chemin. Aucun mystère immédiat ne l'occupait désormais, mais elle avait appris depuis longtemps que la résolution d'une histoire laissait toujours dans son sillage les douces ondulations de la réflexion. Le meurtre de Hugh Allerton avait été élucidé, officiellement et sans fioriture. Le rapport du coroner avait conclu à un traumatisme contondant, résultat d'une confrontation qui avait mal tourné. M. Bellamy avait avoué les 2 crimes, d'abord Hugh, puis Céleste Leclerc, et serait jugé à l'automne prochain. Rares étaient ceux qui parlèrent de lui au village, et lorsqu'ils le faisaient, c'était avec un ton de regret qu'un homme aussi ordinaire, aussi familier, ait pu être aussi impitoyable. Pourtant, pour Miss Marple, la vérité n'avait jamais résidé dans les déclarations au tribunal, ni dans l'agencement précis des causes et des effets. Elle résidait dans les détails négligés, le jeu d'une bague, le regard effrayé d'une jeune femme, un foulard de soie accroché à une ronce, et dans la subtile chorégraphie de la nature humaine, fierté, peur, culpabilité et instinct. De protection. La lettre de Margaret Allerton, brûlée dans l'âtre, avait été l'aveu final et discret. Margaret savait pour la jeune fille de Paris, la jeune femme réduite au silence non seulement par les circonstances, mais aussi par les hommes qui craignaient son histoire. Elle savait pour le pot de vin, la pression, le manquement moral, que Hugues avait d'abord ignoré et qu'il avait ensuite tenté trop tard de réparer. Elle savait aussi que Céleste avait conservé les preuves, les lettres, peut-être même les photographies, et que Bellamy, désespéré, l'avait réduite au silence avant que ses ombres ne s'étendent davantage. Margaret n'avait pas cautionné les meurtres, mais elle avait, à sa manière, laissé le silence, non pas pour Bellamy, mais pour préserver ce qui restait du nom de son frère. Les morts, avait-elle dit un jour, ne pouvaient se défendre, mais ils ne pouvaient pas non plus réparer le mal qu'ils avaient fait. Miss Marple avait choisi de ne pas révéler l'identité de Margaret, non pas parce qu'elle croyait qu'il fallait excuser la dissimulation, mais parce qu'elle comprenait la différence entre culpabilité et chagrin. Margaret avait perdu un frère, et à bien des égards, bien avant le meurtre. Elle avait choisi le silence non par instinct de survie, mais par loyauté complexe et amère envers quelqu'un en qui elle avait autrefois cru. Rosemary Barton avait quitté le village discrètement. Une courte affiche à la fenêtre du bureau de poste disait simplement « Mademoiselle Barton regrette de ne pas pouvoir s'acquitter de ses autres obligations au sein du comité de charité, étant partie pour le continent. » Miss Marple ne demanda pas où elle allait. Elle espérait que c'était dans un endroit frais et sans ombre. Quant au reste du village, la vie reprit. Le boulanger expérimenta à nouveau les brioches au citron. Les Sedley organisèrent une soirée de bridge reportée. Le labrador du pasteur cessa d'aboyer sur les ombres près de l'étang. La garden party resterait dans les mémoires, certes, mais avec le temps, comme un avertissement plutôt qu'une catastrophe. C'est 2 semaines plus tard, alors qu'elle taillait les têtes fanées de ses géraniums, que Miss Marple reçut son dernier visiteur lié à l'affaire, inspecteur Cray. Il arriva avec un signe de tête respectueux et la même mallette bien remplie qu'il portait toujours, même si elle semblait désormais moins autoritaire, plus pratique. Il accepta une tasse de thé et la rejoignit sur le banc sous la treille. « Je voulais te remercier, » dit-il sans la regarder directement. « Je sais que tu ne fais pas ça pour te faire honneur, mais la vérité,
c'est que nous ne l'aurions jamais trouvé, Céleste, sans toi. Miss Marple sourit faiblement. On voit des choses, c'est tout. Et vous avez vu ce que nous n'avons pas vu. Je ne pense pas que vous regardiez dans la mauvaise direction, inspecteur, dit-elle, doucement. Je m'attendais simplement à une logique erronée. Un meurtre est rarement une question de cruauté abstraite. Il s'agit très souvent de préserver un secret, une réputation, une vie bâtie sur des fondations fragiles. Il hocha la tête. Croyez-vous que Bellamy aurait avoué s'il n'avait pas été découvert? Non, dit-elle doucement. Je crois qu'il aurait continué très poliment. Il aurait envoyé des fleurs, assisté à des enterrements et serré des mains à la fête. C'est ce qui le rendait dangereux. Il savait se donner une apparence morale. « Et les autres ?» demanda Cray. « Rosemary, Margaret ?» Miss Marple prit un moment pour répondre. « Je crois que chacun d'eux a joué son rôle. Mais nous le faisons tous, n'est-ce pas? Parfois en connaissance de cause, parfois non. L'important est de savoir si nous continuerons à jouer une fois que nous connaîtrons le scénario. » Elle sirotait son thé. Il ne dit rien pendant un moment, puis se leva. « Est-ce que tu vas écrire à nouveau à Scotland Yard? Une autre affaire à lui transmettre ?» Miss Marple secoua la tête en souriant. « Oh non, je crois que je vais rester ici. J'ai la curieuse habitude de me retrouver, inspecteur. Je n'ai pas besoin de les chercher. » Il rit doucement à cela, en soulevant son chapeau. Une fois qu'il fut parti et que le portail se referma doucement, Miss Marple resta assise un peu plus longtemps, observant les abeilles se déplacer avec assiduité parmi les fleurs. L'affaire s'était terminée, pas de manière nette, mais pleinement. La vérité avait été révélée, non pas dans une confrontation dramatique ou un spectacle judiciaire, mais dans des conversations discrètes et des gestes subtils. Et au final, comme toujours, ce ne furent ni la ruse, ni la force qui l'ont résolu, mais l'observation et la compréhension. Parce que les gens, Miss Marple le savait, changeaient rarement de nature. Ils apprenaient seulement à la dissimuler. Et dans les petits villages, où les secrets persistent comme du lierre sur les vieux murs, il suffisait de peu pour que la façade se fissure. Elle reprit son tricot, les rangs attendant patiemment, les aiguilles reprenant leur rythme. Un autre jour, un autre point, et la paix pour l'instant à Chippingden.